Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en aiguille. Je suis Aymeric Beaumont et chaque semaine je vais à la rencontre de personnalités singulières au parcours hors du commun pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente ? Comment ont-elles fait pour réussir ? Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui ? Et oui, parce que je vous le donne en mille, c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. J'ai le plaisir de recevoir Laura Bokobza. Il faut savoir que Laura avait un rêve d'enfant, devenir prix Nobel de chimie. Elle est issue d'une famille où l'exigence universitaire est un prérequis, donc tout naturellement, elle a poursuivi son rêve jusqu'à se rendre compte que la recherche allait fortement l'ennuyer. C'est donc dans le monde de l'entreprise, du côté du marketing et du top management, qu'elle va s'épanouir et faire de nombreuses rencontres qui vont lui permettre, de fil en aiguille, de prendre des responsabilités de plus en plus importantes. Aujourd'hui, elle a quitté le monde des multinationales et de Paris pour devenir Sparling Advisor à Bordeaux. Une nouvelle vie qu'elle nous partage sans langue de bois tout au long de cet épisode. Alors, je vous laisse découvrir le parcours atypique et hors du commun de Laura en vous souhaitant une très bonne écoute. Bien, bonjour Laura, merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invitée cette semaine. Bonjour Aymeric. Alors, moi j'aimerais commencer notre échange par parler d'éducation, l'éducation que vous avez reçue. Parce que si je ne me trompe pas, vous êtes la moins diplômée de votre famille avec un bac plus 7. Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Effectivement, dans la bande de cousins, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, on était dans une culture de la France terre d'accueil, puisque mes parents sont pas nés en France, aucun des deux, même si papa est arrivé à 4 ans. On était dans une culture de chaque génération doit aller un cran plus loin. Donc la génération de mes parents, ils avaient fait déjà des études universitaires. Donc nous, c'était forcément mieux que les études universitaires. Donc c'était les grandes écoles, quoi. Et ouais, du côté de mon père, j'ai 2 cousins polytechniciens. Du côté de ma mère, j'en ai un énarque qui a pas fait que l'ENA en plus. Donc oui, oui, c'était une petite pression et tout ça de la même génération que moi en plus. Donc vraiment comparer tous les ans les sautages de classe, les résultats au bac français, les résultats au bac, les résultats au concours, enfin tout, on s'est tous suivis. Mais toi justement, qu'est-ce que tu voulais faire petite ? Moi, petite, je voulais être Marie Curie. Donc de la Moi, chimie. ouais, non, pas de la chimie. Je voulais être prix Nobel. C'est Ah pas du oui, tout la même chose. Moi, je voulais être prix Nobel. En fait, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de femmes dans les sciences. Moi, j'adorais les sciences. J'adorais ça. J'étais une fan de sciences. Et très, très tôt, j'ai eu cette conscience du manque de femmes dans la science, en fait, du manque en tout cas de visibilité des femmes dans la science. Donc, j'ai appris depuis qu'il y en avait eu plein d'autres. Mais moi, quand je grandissais, la seule femme dont on parlait dans la science, c'était Marie Curie. Donc, je voulais être Marie Curie et avoir le prix Nobel comme elle. d'accord. Et on a parlé rapidement de l'environnement familial, mais qu'est-ce que ça fait de grandir dans un environnement aussi challengeant ? Je pense que ça dépend des personnalités d'enfants. Moi, j'ai été une enfant très docile, qui voulait faire plaisir tout le temps. Donc, j'avais quelques capacités quand même, hein, et donc c'était pas trop compliqué de faire plaisir avec des bonnes notes. Hem Et j'ai commencé vraiment à sentir le poids de ça. Alors pourtant, il y avait un poids social très fort, hein, parce que moi je suis arrivée en CM1 à 7 ans, donc c'est compliqué d'avoir 2 ans d'avance. Franchement, c'est compliqué, je le souhaite à personne. J'étais pas du tout mûre socialement. Alors niveau scolaire, j'étais la première de la classe, il y avait pas de problème, mais c'était difficile et en fait, j'ai commencé à vraiment me rebeller contre cette pression qu'au lycée. Donc arrivée en seconde, puis là, alors la première, et puis mon plus grand acte de rébellion, c'est que j'ai eu 12,5 de moyenne au bac, quoi. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a 2,5 de moyenne au bac ? Non, mais j'étais prise en prépa, donc enfin la question, elle se posait pas. Le bac, c'est un peu comme aujourd'hui, moi, quand je vois la pression que se met mon neveu passe le bac français cette année, quand on voit qu'il va avoir quand même, je sais pas si c'est 40 ou 50% de son bac qui en fait est déterminé par le contrôle continu. C'est voilà, les examens sur un one shot, je voyais pas trop l'intérêt, quoi. Je voyais pas Hmm. trop l'intérêt de bosser comme une folle. Je savais que j'aurais 20 en maths, ce que j'ai eu, que j'aurais 19 en physique, ce que j'ai eu.
Bon, après, ça allait se jouer sur les matières un peu plus aléatoires. La philo, j'étais capable aussi bien d'un 5 que d'un 15. Ça a été le 5 au bac, hein, malheureusement. L'histoire géo, c'était plutôt une matière où j'étais forte. J'avais passé le concours général, donc j'étais pas très inquiète. Et puis après, les langues, ouais, Hmm. fallait le faire, quoi. Et donc des études de sciences, enfin en sciences. Ouais, prépa ingénieur. À l'époque, on appelait ça maths sup, maths spé. Ça a changé de nom depuis. Je suis incapable de te donner le nom, mais je pense que tout le monde saura faire maths sup, maths spé pour faire de la chimie. Donc, puisque j'avais toujours mon idée de Marie Curie, hein. Jusque-là, donc j'arrive en prépa, j'ai 16 ans, toujours l'idée de Marie Curie. Toujours l'idée de faire de la recherche dans la chimie, alors plus dans la chimie que dans la physique, parce qu'elle a quand même fait le radium, tout ça. Enfin, moi, c'était vraiment plus la chimie qui m'intéressait. La physique, j'étais obligée parce que dans, dans ma pyramide, il y a la pyramide des besoins de Maslow et puis il y a la pyramide des sciences. Et pour moi, dans la pyramide des sciences, le socle, c'est les maths. Tu complexifies, tu as la physique, et puis tu rajoutes le vivant, tu as la chimie et la biologie moléculaire et la biologie, etc. Donc pour moi, j'avais besoin des maths. Alors les maths, j'adorais ça, c'était pas un problème. La physique, c'était le passage obligé pour atteindre la chimie, qui restait le truc qui me fascinait parce que c'était la science du vivant, la chimie. Il y en a qui disent que c'est la biologie. Moi, je trouve que la chimie, ça fait les deux, en fait. Pourquoi? Parce que la chimie, on va à la fois travailler sur des matières inertes et des matières vivantes. Donc, je trouvais ça extrêmement intéressant. Et puis en plus, je voulais faire de la chimie parce que personnellement, j'ai une petite aversion à disséquer les animaux. Donc je me disais que biologie, je devrais. Enfin, voilà. C'est pour ça que moi, tout ce qui était médecine, pharmacie, tout ça, je me suis dit j'allais devoir trop toucher des corps en fait, des corps d'animaux ou des corps Hmm. d'humains, et c'est pas mon truc moi. J'adore les gens, mais je suis pas une grande fan de toucher des. Déjà même les gens que je connais, je les touche pas beaucoup. Je suis pas très tactile à part avec mes très très proches. Et alors des morts, même pas en rêve quoi. Ouais, pas à l'aise à les découper. Je peux Non. comprendre. Faut savoir Lorsqu'on où a sont ses échangé limites. ensemble, justement, tu m'as confié que tu es diplômé en 94 et c'était très difficile pour une femme de 21 ans de manager, de faire son trou. Donc ma question, déjà, comment tu as fait la bascule entre la chimie et le monde de l'entreprise? Comment tu t'y es pris et comment toi tu as vécu cette période en tant que femme? Alors moi, j'ai jamais réalisé que c'était un problème d'être une femme, en fait. C'est-à-dire que moi, je peux pas me plaindre. J'ai des parents qui m'ont toujours. Enfin, mon père, il était hyper content d'avoir des filles. J'ai une petite sœur aussi. Il était hyper content d'avoir des filles. Mon père, il faisait tout dans la maison, alors que ma mère, elle cuisinait pas du tout. Ils m'ont jamais. Mon père, il m'achetait des voitures pour jouer. Tu vois, je suis née en 73, hein, donc aujourd'hui, c'est à la mode d'acheter. Moi, j'ai acheté une cuisinière à mon fils et je connais des copains qui ont acheté des Barbies à leur fils ou des voitures à leur fille. Mais à l'époque de mon père, il était hyper avant-gardiste, en fait. Il était hyper avant-gardiste de me faire jouer avec des petits trains et des voitures et des Barbies, hein. J'ai pas été privée de jouets de filles non plus, mais pour mes parents, il n'y avait pas d'histoire de genre. J'avais une mère très engagée, indépendance financière des femmes, etc. Donc, pour moi, c'était un non-sujet, en fait, mon genre. Mon genre, c'était un non-sujet. Et en plus, j'étais la première de la classe, je faisais des sciences, enfin, il n'y avait aucun problème. Et j'ai intégré donc Chimie Paris, qui est une école, qui était l'école que je voulais, hein, qui est une école dans laquelle, en tout cas dans ma promo, c'était 50% de filles. Donc pour moi, c'était pas un sujet d'être une femme. Sauf que quand tu arrives en dernière année et que tu commences à réfléchir à ce que tu vas faire après ton diplôme, en fait, les filles, il y en avait beaucoup qui partaient en doctorat ou en agrégation, et puis les mecs, ils partaient dans l'industrie. Mais moi, ça m'intéressait de plus de faire de l'industrie parce que la recherche, on en fait en dernière année. Je m'étais rendu compte que j'aurais pas le prix Nobel parce que la recherche, ça me faisait chier. En fait, j'avais horreur de ça. Et ça correspondait pas à ma personnalité parce que quand tu cherches, tu trouves pas forcément. Et ça m'énervait beaucoup de pas trouver. Or, c'est 80% du temps de recherche, si ce n'est 90. Donc j'ai commencé à postuler dans l'industrie et là on m'a dit, mademoiselle, vous avez 21 ans, puisque donc normalement on sort à 23, moi j'en avais 21, on ne peut pas vous mettre en tant que femme à manager des techniciens de 50 ans dans un labo ou sur j'ai envie de dire un floor d'usine, je ne sais pas comment on dit en français, mais voilà, ou dans une usine de production. Donc, euh, donc là, j'ai commencé à vraiment m'énerver et à ressentir le sexisme en fait à ce moment-là, parce que moi, je me sentais tout à fait capable de piloter des techniciens de 50 ans, ça me faisait pas peur du tout. Et là, j'ai échangé avec pas mal de mes profs pour essayer de trouver une solution.
Et j'avais eu la chance de faire mon stage chez Procter Gamble, qui est une grosse boîte qui possède Pampers, Always, enfin tous ces trucs-là. Et donc, grosse boîte de produits de consommation où j'avais été en tant que chimiste dans la partie R&D en stage pendant 6 mois en Allemagne. Mais en fait, la R&D, ben, c'était beaucoup de marketing en fait. C'est-à-dire, j'étais pas dans la partie recherche pure, j'étais vraiment dans la partie développement où j'avais fait des choses face client. On voulait vraiment comprendre les besoins du client. Et donc, en échangeant avec mes profs en dernière année, parce que moi, je te parle d'un temps que les moins de 20 ans, non seulement ne peuvent pas connaître, mais qui est très, très différent de ce qu'on apprend aujourd'hui en école d'ingénieur. Aujourd'hui, en école d'ingénieur, tu apprends beaucoup de management, tu apprends beaucoup de business. À mon époque, ce n'était pas du tout le cas. Vraiment pas du tout. Donc c'était compliqué de savoir. Enfin, je savais même le mot marketing, je le connaissais à peine en fait. Et Chimie Paris est une très très bonne école de chimie, avec des liens avec des très grandes universités américaines dans le milieu de la chimie. Ils m'ont dit, ben, il y a une très grosse fac avec laquelle on est super maqués. C'est le plus grand centre de polymères du monde. Donc, on les connaît très bien grâce à leur centre de polymères, mais on peut toujours appeler, savoir s'ils ont... La business school a l'air pas mal. On peut toujours voir s'ils peuvent te faire un deal sur la business school. Et donc, j'ai été la première à partir sur la business school de University of Massachusetts. Derrière moi, il y en a eu d'autres, mais on a un peu défriché le truc comme ça. Et je suis partie à 6000 km de chez moi. Moi, Chimie Paris, je l'ai fait en habitant chez mes parents qui habitaient Paris intramuros. Donc, voilà, à 21 ans, j'ai tout quitté et je suis partie me plonger dans la vie sur un campus américain comme dans les films. Alors, comment ça s'est passé? C'est canon. Non, c'était génial. Moi, j'idéalisais pas du tout les États-Unis. Je Mon père me chantait en anglais depuis que j'avais 3 ans. Et donc, j'avais déjà un anglais pas trop dégueulasse, même si j'avais fait allemand en première langue, mais mon anglais était pas trop mal. Et puis, j'avais une des cousines de mon père qui vivait dans une autre fac. Elle était prof à Yale, mais c'était à 2 heures de route. Donc, voilà, pour mes parents, c'était si jamais j'avais besoin, il y avait quelqu'un pas trop loin qui pouvait venir s'occuper de moi. Je pensais que ça allait être horrible au niveau cours. En fait, quand tu as fait les grandes écoles, enfin les prépas surtout, plus que la grande école, hein, c'est les prépas. Mais 15 heures de cours par semaine, c'était juste trop facile, quoi. C'était trop facile. Donc, je prenais des cours en plus. J'ai suivi des cours sur le cinéma. J'ai suivi... parce que les grandes facs américaines, c'est ça qui est génial, c'est que tu as plein de disciplines. C'est pas du tout le monde restreint que moi, j'ai vécu. Alors, je veux pas dire qu'il existe encore en France, même si j'ai quand même l'impression que c'est le cas, hein, où quand tu choisis un domaine à l'université en France, en tout cas en études supérieures, tu es quand même vachement limité à ce domaine-là. Alors qu'aux États-Unis, tu as cette liberté, tu as le droit de ne pas savoir ce que tu veux faire. Tu as le droit d'aller prendre un cours sur un sujet pour voir si ça t'intéresse. Et je trouve ça extrêmement libérateur, en fait, parce que à 18 ans, moi, pour le coup, j'ai passé mon bac, j'en avais 16, tu sais pas toujours ce que tu veux faire, en fait. C'est sûr. Mais il y a une phrase que tu m'as dite, toi, justement. Il n'y a pas de hasard, la vie nous donne des choses que l'on est capable de surmonter. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette philosophie que tu as? Alors ça, c'est une philosophie que j'ai depuis que je suis toute petite, parce que alors, tu sais, il y a la grande phrase que certains attribuent à Nietzsche. Je serais incapable de dire si c'est Nietzsche ou pas, mais je crois que c'est Nietzsche. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Euh, mais moi, je préfère la version optimiste du truc. La version Nietzsche, elle est un peu genre la vie est un combat, quoi. Alors qu'en fait, pour moi, la vie et le cheminement de ta vie, c'est des coïncidences qui sont, ou des hasards qui sont en fait faits exprès ou qui sont écrits ou que tu as provoqués. Moi, je ne crois pas à la chance. Je crois pas à la chance. Je crois qu'on provoque sa chance. Et je crois que tout ce qui nous arrive arrive pour une raison, en fait. Pas pour nous apprendre forcément. Alors, parfois pour nous apprendre à le surmonter, mais pas que. C'est pour aussi nous donner les choses dont on aura besoin à un autre moment dans notre vie. Plus tard, beaucoup plus tard, où on fera même pas forcément le lien entre la façon dont on va utiliser ce qu'on a appris et le moment où on a eu un truc qu'on pensait être une galère et on s'est dit mais pourquoi ça m'arrive à moi et en fait, quand tu as cette philosophie-là, euh, bah, tout devient plus simple à accepter en fait. C'est-à-dire que tu te poses pas la question de... Enfin, je trouve que c'est extrêmement... c'est même pas contre-productif, c'est improductif que de se lamenter sur son sort. Enfin, c'est pas du tout ma façon de raisonner. Il y a des choses que j'ai essayé de faire que j'ai pas réussi à faire, des choses que j'ai essayé de faire que j'ai réussi à faire, il y a des opportunités que j'ai saisies, d'autres que j'ai pas saisies, mais à chaque fois, j'ai la responsabilité de ce qui m'arrive. Moi, j'ai horreur
de ce déni de responsabilité qu'ont beaucoup de gens. Hyper clair. Et justement, si on revient sur ta carrière, si on la retrace, tu as fonctionné qu'avec des rencontres. Qu'avec des rencontres et des coups de cœur. J'ai fait enfin, moi, quand il y avait des jeunes au bout de 10-15 ans de carrière, j'en ai plus de 25 maintenant, mais dès 10 ans de carrière, il y avait des jeunes qui m'appelaient, des anciens d'école, des anciens de la fac américaine et tout, qui me disaient, mais comment tu fais pour choisir, c'est quoi ton plan de carrière? Moi, j'ai jamais eu de plan de carrière, en fait. Moi, je voulais juste faire des trucs qui m'intéressaient pour des marques que je respectais et que j'avais envie de représenter, et surtout pour des boss. Et tu sais, ce que là, ça fait genre 2-3 ans que tu lis beaucoup sur LinkedIn, on quitte pas un emploi, on quitte un boss. Moi, c'était l'inverse. Moi, j'ai pas rejoint des emplois, j'ai rejoint des boss, en fait. Pendant 22 ans où j'ai eu des boss, j'ai fait que rejoindre des boss. Et j'avais envie de travailler avec quelqu'un, j'y allais. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai encore plein d'anciens boss dans mes proches même. Et qu'est-ce qui faisait que tu as adhéré à une vision et pas une autre, à un projet? Parce que, comme tu as dit, tu as toujours suivi que des patrons et des projets. Ouais, ben, alors après, j'ai cette chance d'être curieuse de tout. C'est-à-dire que moi, ça m'a amenée à suivre, à entrer à la Redoute, donc commencer ma carrière à la Redoute, puis passer dans la chimie de spécialité, donc du B2B dans l'industrie chimique, puis le conseil en stratégie, puis 4 postes différents chez France Télécom, puis Orange, donc dans des domaines très particuliers, pas du tout sur le core business pour plus de la moitié des 10 ans que j'ai passé là-bas. Heu puis la robotique humanoïde, puis l'événementiel. Enfin, c'est c'était vraiment une façon aussi d'apprendre, toujours apprendre. Et d'apprendre des boss d'abord, parce que je pense que c'est des gens qui m'ont façonné, qui m'ont appris aussi les erreurs à pas commettre, hein. Ils ont pas toujours été des boss parfaits, les boss que j'ai suivis, mais ils m'ont tous appris quelque chose. Et Ils m'ont quelle est la tous, première erreur à ne pas commettre alors? ben, l'entêtement, moi, je pense que, alors après, il faudrait que tu interviewes des anciens ou des anciennes collaborateurs et collaboratrices à moi, mais moi, je me suis rendu compte de ce que j'aimais pas dans leur façon de faire et que j'ai essayé de pas reproduire, parce que je crois qu'il faut, même quand on admire quelqu'un, même quand on respecte quelqu'un, il faut garder les yeux ouverts sur ses défauts. Ça, c'est un truc, tu vois, dans ma vie aussi, moi, j'ai énormément d'honnêteté intellectuelle. Ça choque les gens, en fait. Ça choque les gens. Moi, mon mari, par exemple, il comprend pas que je sois capable de parler des défauts de notre fils, de parler de mes propres défauts, de parler des défauts de mes parents, ou de parler des défauts de mes boss, ou de mes meilleurs amis, que j'aime plus que tout, hein. Je pourrais passer sous une voiture pour eux. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont des défauts quand même. Et c'est pas parce qu'on aime les gens qu'on doit être aveugle. C'est pas parce qu'on respecte les gens qu'on doit être aveugle. Je pense qu'il y a personne qui est parfait. Moi, la première, bien évidemment, mais surtout, on a le droit d'avoir un regard critique. Et donc, au contraire, je trouve qu'on apprend plus des défauts des gens qu'on admire que de leurs qualités, parce que leurs qualités, quelque part, il y a une partie d'inné. Leurs Hmm. défauts, on peut. Enfin, c'est difficile d'aspirer à avoir le génie visionnaire, par exemple, d'un Bruno Maisonnier avec qui j'ai bossé pour Aldebaran Robotics. Ce mec a juste une vision du monde et du futur du monde qu'il veut construire, qui est complètement embarquante. Mais moi, je sais que j'aurai jamais son génie visionnaire, donc j'essaye pas ça. Enfin, j'essaye pas de lui. D'abord, j'ai essayé de l'aider à construire ça. Donc ça, mais c'est pas une qualité, c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis. Moi, je dis, je suis la personne du comment délivrer le pourquoi, donc je suis une très bonne numéro 2 pour ça. En revanche, j'ai beaucoup appris aux côtés de Bruno, parce qu'il avait un actionnaire extrêmement compliqué, qui est Masayoshi Son, à qui il a fini par vendre l'intégralité des parts parce que c'était compliqué. Euh, C'était quelqu'un qui a vécu donc voilà, une croissance folle dans sa boîte, et donc j'ai vu à ses côtés, en étant à son COMEX, et en parlant avec les autres membres du COMEX, que ce que moi j'aurais peut-être fait différemment. Alors parfois j'aurais eu tort, parce qu'il a eu là encore des coups de génie qui se sont très bien passés, et puis parfois des choses où je me dis, bah là je l'aurais pas géré comme ça, ou là il s'est pas rendu compte, mais ça a eu tel dommage collatéral, ou la façon dont il formule ça, ça a heurté telle sensibilité, etc. Donc d'être en position d'observateur, on apprend beaucoup. C'est sûr. Et justement, si on revient sur Orange, tu as terminé VP déploiement et coordination d'Orange Horizon. À quel moment tu t'es dit stop, je veux faire autre chose maintenant? Ce qui a été le cas aussi à plein d'autres moments de ta vie, dans des entreprises où tu as dit stop, je veux faire autre chose maintenant. Mais en fait, j'ai jamais dit stop. Chez Orange, c'était très particulier, parce que j'avais fait 10 ans, 4 postes différents, toujours en création de postes, et les 2 derniers en création de business unit. Donc, on crée complètement des business models. Et j'étais super heureuse chez Orange Horizon. J'avais un boss génial.
Je voyageais partout. J'ai lancé en Afrique du Sud, en Allemagne, en Italie. Et, et en fait, quand j'ai été chassée pour donc rejoindre Bruno Maisonnier chez Aldébaran, je venais d'avoir 40 ans, ou j'allais avoir 40 ans, je sais plus. Enfin, on était autour de mes 40 ans. Et 10 ans d'Orange, j'ai 40 ans. Et là, je me suis dit, si tu pars pas, tu partiras jamais. Et j'en ai beaucoup parlé avec mon mari, puisque j'étais déjà mariée à l'époque. Je me suis mariée pendant que j'étais chez Orange. J'avais déjà mon fils, parce que c'était une prise de risque aussi de partir. Sachant que moi, j'ai une vie personnelle où mon mari a un métier passion et je suis le chef de famille au sens INSEE du terme. Et, hum, et en fait, il m'a dit, bah non, tu vas encore bosser 25 ans, bien sûr, fais-toi plaisir, quoi. Donc j'ai sauté le pas mais à aucun moment avant qu'on m'appelle, je m'étais dit il faut que je parte. Et j'ai cette chance-là, c'est que je suis toujours partie avant qu'on me dise qu'il fallait que je parte, sauf la dernière fois. Mais même si j'avais compris qu'il fallait que je parte, mais j'étais pas encore moi prête. Mais sinon, j'ai toujours été chassée en fait. Hmm. Et tu enchaînes des expériences dans des groupes plus ou moins de grande taille, des entreprises familiales. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué au niveau managérial, transformation ou time to market, qui est un peu ta spécialité, avant de faire la bascule sur ta nouvelle activité de Sparring Partners? Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, bah, tu vois, tu parles de time to market, en fait, on peut être trop en avance. Tu vois, chez Orange, dans les 2 business models que j'ai contribué à lancer, puisqu'encore une fois, j'étais la numéro 2 d'Intrapreneur, hein, c'est pas moi qui ai eu l'idée de départ, hein. Moi, j'ai pas les idées. Moi, je sais faire après, mais j'ai pas les idées. Hem, c'est qu'en fait, le Parnasse, ça existe toujours et Orange Horizon, ça n'existe plus. Et Orange Horizon, en fait, je pense que c'était 5 ans trop tôt sur tous les autres business models qu'un opérateur télécom pourrait mettre en place sans être opérateur réseau. Je pense qu'on était trop tôt pour le marché, pour plein de choses. Donc en fait, le timing est extrêmement important. Ce que j'ai appris aussi dans les différentes tailles d'entreprise, c'est de travailler avec plein de cultures différentes, puisque avec Aldébaran, j'ai bossé avec la Chine et le Japon, avec Orange Horizon, j'ai bossé avec l'Afrique du Sud et des pays européens que je maîtrisais moins bien, comme l'Italie ou le Portugal. Avec Reed, j'ai bossé énormément avec l'Angleterre, énormément avec les Anglais. Et toute ma carrière, j'ai bossé avec les Américains, donc je connais pas mal de cultures. Et en fait, on se rend compte aussi des limitations ou des croyances limitantes de la culture française. Voilà. Pourtant, je suis rentrée des US, ça fait maintenant 22 ans. US plus Londres, par lequel j'ai enchaîné. J'ai pas vécu à l'étranger depuis 22 ans, mais tous les jours, je suis étonnée des croyances limitantes de la culture française et de ce que ça nous bloque. Enfin, en France, Lesquels? en France, les gens, ils aiment râler, quoi. En France, les gens, ils sont jamais contents de ce qu'ils ont, alors qu'on a tellement plus que tellement de gens. Enfin, je suis atterrée, moi, tous les jours, je suis atterrée par le manque de recul et de reconnaissance qu'a la culture française en général. Le manque de service, le manque de sens client, le manque encore une fois, gratitude par rapport à ce qu'on appelle les acquis sociaux. Moi, je peux dire, quand j'étais en fac américaine, alors déjà à la fac, j'avais eu un dispensaire où je payais pas mon docteur, hein, ce qui est déjà pas mal par rapport à beaucoup d'Américains, mais et en Angleterre, ben, j'étais à la NHS, donc j'avais un docteur attribué, et tu voulais un rendez-vous, ben, t'attendais 6 mois pour ton généraliste, en fait. Enfin, on ne se rend pas compte en France. Alors on dit oui, mais ça se dégrade, etc. Ce qui est vrai, je ne peux pas nier, j'ai 49 ans, c'était mieux avant sur un certain nombre de sujets. Mais avant, on était moins nombreux, mais on a quand même aussi d'autres choses qui ont évolué. Et plutôt que de râler et d'essayer de revenir au temps d'avant, est-ce qu'on ne peut pas réinventer un nouveau paradigme? Ça, en France, on ne sait pas se réinventer. En France, on s'accroche à avant comme si ça durait depuis 5000 ans, mais enfin, même les congés payés, ça fait moins de 100 ans, quoi. Donc ça fait pas si longtemps que ça, et pourtant on s'accroche à des trucs comme si on avait 50 générations avant nous qui étaient passées par là. C'est faux, c'est faux. Et cette espèce enfin, bon, en plus on est en période d'élection, enfin, on vient de vivre une grande période d'élection, donc on a beaucoup entendu ça, mais de façon générale, les plutôt que de se dire il y a un problème, parce qu'il y en a, les problèmes qui sont cités, je ne peux pas nier qu'ils existent, hein.
En revanche, je ne suis pas d'accord avec les solutions proposées. Voilà, il faut, et je trouve qu'en France, on ne se donne pas assez les moyens de prendre les choses en main et de proposer des solutions plutôt que de juste râler, manifester et casser. Voilà. Je note le point. Ah, et si je reviens justement sur le time to market, par exemple, si demain on veut lancer une entreprise, quelle est la première chose à avoir en tête pour être peut-être au bon moment, dans le bon timing, enfin bien réussir son lancement et réussir à monter son activité en tant que numéro 2? Ben déjà, enfin, moi, ce que je conseille aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est que il faut aller au-delà de ta maman et de ton meilleur ami pour vérifier que le besoin, il est réel. Et il y a beaucoup de gens qui rigolent quand je dis ça, mais en fait, il y a plein de gens qui se lancent parce que eux, ils trouvent que c'est une bonne idée, quoi. Et le problème, c'est que, et en plus, si tu veux, avec tous les gens qui sur LinkedIn te disent, tu as besoin de 100, enfin, tu sais, le 1000 true fans, Hmm. que ça suffit. Oui, sauf qu'en fait, tu n'as pas 1000 true fans hein, sur LinkedIn. Hein, tu as juste 100 mecs qui aiment bien mettre des pouces, mais ça ne veut pas dire qu'ils seraient prêts à payer quoi que ce soit. Donc, pour moi, la première chose à faire, c'est d'aller interroger en one-to-one, qualitatif, hein, je ne te parle pas de questionnaire sur Typeform, etc., mais d'aller interroger en qualitatif 10 à 15 personnes qui ont déjà dépensé de l'argent pour une solution au même problème que celui que toi tu veux résoudre, même si leur solution n'a rien à voir avec toi. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui a été voir un hypnotiseur pour réussir à arrêter de fumer, alors que toi tu veux lui vendre des pilules pour arrêter de Ok. fumer. Tu vois, c'est pour ça que je parle d'alternative, hein, mais pour résoudre le même problème. Et si au bout de ces 10 à 15 personnes, tu comprends quel est leur parcours d'achat et tu comprends que oui, enfin, tu arrives à toi te projeter, tu leur poses pas du tout de questions sur ce que toi tu vas leur vendre. Tu leur poses des questions sur vous achetez une solution A au problème X, racontez-moi comment vous avez pris conscience que vous aviez le problème X, comment vous avez choisi la solution A, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient pas, etc. Et si au bout de ces 15 interviews, tu trouves un angle pour aller proposer ta solution en alternative, alors c'est bon, tu peux te lancer. Si tu te rends compte que sur les 15 interviews, personne réagit pareil, toi, l'angle que tu voulais utiliser, en fait, c'est pas du tout un angle que les gens te citent comme étant un de leurs problèmes majeurs, etc., ben, c'est que soit il faut que tu rebosses, soit c'est pas encore le bon moment. Et alors, le pire, c'est si tu as trouvé personne, si tu ne sais pas où aller chercher les gens qui ont ton problème, hein, parce que si tu sais pas où aller les chercher pour leur poser des C'est plus questions, compliqué. tu sauras pas leur vendre quoi que ce soit. Très clair. Justement, maintenant, j'aimerais parler de ton activité de sparring partners. Déjà, qu'est-ce que c'est exactement? À quel moment on fait appel à toi? Quelle est ta typologie de clients, des personnes que tu accompagnes? Et quelle est la différence avec un coach? Ah, l'éternelle question, quelle est la différence avec un coach? Je vais commencer par la réponse à cette question-là. Un coach, c'est Ok. certifié. Je ne suis pas certifiée. Un coach, ça va s'intéresser à tes ressorts et tes motivations personnelles. Ça va faire évoluer parfois ta façon d'aborder les problèmes ou ta façon de les ressentir. Ça va aller gérer des choses autour de tes relations interpersonnelles avec les gens ou de ta gestion au stress, etc. Moi, je ne fais pas du tout du développement personnel. Ça peut m'arriver, en revanche, d'identifier que tu as besoin d'un coach en tant que dirigeant quand moi je t'accompagne, mais je ne veux pas mélanger les deux. Moi, mon sujet avec les entrepreneurs que j'accompagne, puisque j'accompagne des dirigeants et dirigeantes de start-up, scale-up, PME, c'est vraiment ton business. Et ça va de la stratégie business, est-ce qu'il faut que je me diversifie, est-ce qu'il faut que je cherche une boîte à acquérir, est-ce qu'il faut que je vende, est-ce qu'il faut que je lève, donc vraiment la stratégie business au niveau, jusqu'à la mise en place d'un service client, la revue des process internes pour améliorer l'efficacité de mon centre d'appel, etc. Donc toutes les problématiques business, à quel moment je recrute, qu'est-ce que je recrute comme, par exemple, par quoi je commence en marketing, etc. Et je vais le faire avec une méthode inspirée de la maïeutique de Platon, donc qui va être une méthode de questionnement, en fait. Parce que le but, c'est de rester dans les contraintes de ressources humaines et financières de l'entreprise. C'est pas du tout d'aller plaquer des choses toutes faites. C'est pas du tout d'aller dire, eh ben, si tu dépenses 50 000 euros dans une campagne Facebook, c'est sûr que tu vas avoir des clients. C'est vraiment le côté, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et puis surtout, ça va convenir à l'ADN de ta marque, ça va convenir à tes valeurs en tant qu'individu. Hein.
Enfin, moi, aujourd'hui, quand je vois les surpromesses, alors peut-être pas surpromesses d'ailleurs, il ne faut pas que je sois critique parce que peut-être que ce qu'ils disent, c'est vrai et que quand tu suis les formations à ou à 1000 euros qu'on te vend sur LinkedIn, tu fais effectivement x2 ou x3 sur ton chiffre. Mais je sais quel type d'outils ils utilisent et ils recommandent, et tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Tout le monde n'est pas à l'aise avec envoyer 1 million de messages pour faire 1000 ventes, parce que tu as tout le reste qui potentiellement a été heurté par ta marque. Donc moi, ma méthode, elle est inspirée de la maïotique, donc en caisse de résonance, en questionnement. Ça, c'est pour la première brique de mon offre qui est clarifier la vision. La deuxième brique, elle est toujours en caisse de résonance, et j'ai un petit peu de travail en chambre sur accélérer la croissance. Donc ça, c'est vraiment l'écriture de la stratégie marketing et com, où parfois ça peut passer aussi par des ateliers sur la marque, des ateliers d'intelligence collective pour pouvoir faire émerger en fait les choses importantes. Et après, pour certains de mes clients et certains de mes clients seulement, je vais aller jusqu'au pilotage de la mise en œuvre de ce plan. Souvent, c'est quand ils ont déjà une équipe, mais pas mon niveau de seniorité. Donc les tout petits, ils restent sur la première brique. Les très très gros, ils n'ont pas besoin de moi non plus, c'est plus ceux du milieu qui vont avoir besoin que je reste en soutien des équipes métiers qui sont dans l'exécution opérationnelle du plan pour répondre à leurs questions de oui mais là ça n'a pas marché donc du coup comment est-ce qu'on ajuste, ou plutôt bon bah là dans le plan on avait écrit qu'on lançait du marketing automation, je ne sais pas quel outil utiliser, comment est-ce qu'on choisit un outil de marketing automation, tu vois, ça va vraiment de la strat à l'exécution de la strat. Pour, et c'est pour ça qu'il y a des clients que j'accompagne depuis 3 ans, et il y en a d'autres avec qui je fais 3 heures. Et à côté de tout ça, de toute ta vie pro, il y a ta vie de famille, avec un fils dont tu as parlé tout à l'heure qui a maintenant 10 ans. Une chose qui m'a marqué dans notre premier échange tous les deux, tu ne voulais pas d'enfant. Ouais, Comment ce j'en choix voulais il a pas. évolué? Comment est-ce que tu as pris ta décision du coup d'en avoir un? J'ai besoin de comprendre. Écoute, je ne sais pas si je pourrais vraiment t'expliquer parce que moi, je suis pas sûre d'avoir compris moi-même. Mais en tout cas, ce choix, c'était un choix très conscient de pas vouloir d'enfant, hein. Je disais pas ça parce que j'étais célibataire et que ça me rassurait de dire que j'en voulais pas au cas où j'en aurais jamais. J'avais vraiment pas de désir d'enfant du tout. Alors, il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui le disent, qu'elles ne ressentent pas ce désir d'enfant, donc c'est un peu plus socialement accepté. Moi, je te rappelle, je suis dans 73. C'était pas du tout compris. Mais pas du tout. C'est-à-dire que les femmes enfin les jeunes femmes aujourd'hui de 25 ans qui se plaignent que leur tante à tous les Noëls leur demande toi c'est pour quand, elles se rendent pas compte de ce que c'était il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Donc je voulais vraiment vraiment pas d'enfant parce que surpopulation, parce que mettre au monde un enfant dans le monde dans lequel on vit. Et je te parle du monde il y a 25 ans en plus, c'était déjà pour moi quelque chose de très compliqué, parce que pas envie de la responsabilité, il faut être honnête, hein, un enfant, ça veut dire qu'il passe avant tout. Et moi, j'avais pas forcément envie de faire un trait sur un mode de vie qui me convenait très bien, en fait. Il me manquait rien, en fait. Il ne me manque rien. Les gens qui ont un désir d'enfant, c'est qu'ils ont envie soit de transmettre, soit souvent, en fait, il leur manque quelque chose. Moi, j'ai jamais manqué de quoi que ce soit. J'ai cette chance-là. Et donc, j'avais pas envie, et j'avais pas envie de transmettre forcément parce que sans avoir manqué, je me rends compte du bagage que j'avais aussi au niveau familial. Et j'avais peut-être peur de passer les mêmes névroses qui m'avaient été transmises par tout l'héritage familial dont on a parlé au début. Donc je voulais pas d'enfant. Et puis j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari, avec qui, quand on s'est mariés, c'était très clair que je voulais pas d'enfant. Mais en lui disant, vu qu'il a quasiment 8 ans de moins que moi, en lui disant, si un jour tu changes d'avis, dis-le moi, parce que il me reste plus beaucoup de temps. Nous, on s'est mariés en 2009, donc j'avais 36 ans. Et voilà, il me restait 10 ans, quoi. Il me restait pas 20 ans pour prendre la décision de faire un enfant. Et pour moi, il me restait même plutôt 5 ans, en fait. Et ça a pas loupé, hein, 1 an après notre mariage, il me parlait, il est prof de tennis, donc il est spécialisé dans le baby tennis, donc les tout petits, les 3 ans. Et il me racontait un petit garçon avec qui il avait noué une relation extraordinaire à son cours de baby tennis, et je le sentais fondre, et je lui ai dit, mais en fait, tu es en train de me dire que tu as changé d'avis. Et il a admis que oui, il avait changé d'avis. Donc ça, c'était à la Toussaint, juste avant les vacances de la Toussaint, en octobre. Et je lui ai dit, il faut qu'on parle, en fait, parce qu'on n'avait pas du tout eu la discussion, comme moi j'en voulais pas, on n'avait pas eu la discussion de
alors je te parle même pas des discussions fun comme les prénoms, mais nous, on n'est pas de la même religion, on n'est pas de la même culture, on n'a pas la même éducation. Moi, j'étais enseignement public, lui enseignement privé, je suis juive, il est catholique. J'ai une famille qui était très, très études, lui, pas du tout. Les études, ça ne sert à rien, etc. Donc, il fallait quand même qu'on aborde un certain nombre de sujets. Et puis, en plus, il y avait nous, ce que nous, en tant qu'individus, on voulait aussi transmettre à cet enfant. Il est très sportif. Moi, je suis Churchill No Sport. Il est, enfin voilà, il fallait aussi qu'on sache ce qu'on voulait mettre de nous. Autant moi, il avait peur, par exemple, que je lui transmette la névrose de ma famille pour les études, pour les grandes études. Moi, j'avais peur qu'il lui transmette la névrose de sa famille pour les performances sportives, par exemple. Parce que c'est aussi une pression. Hein. Et, et donc, on a passé 3 mois à faire 2-3 heures par soir. Alors, peut-être pas tous les soirs, on avait quand même encore une vie sociale, mais à aborder tous les sujets, hein, les uns après les autres. Alors, c'est très, très drôle quand je regarde ça maintenant, 10 ans après, parce qu'en fait, on a prévu des trucs qui dépendent vachement de l'enfant. Tu vois, c'est avec toute la naïveté des non-parents, en pensant qu'on aurait notre mot à dire sur ce qui allait se passer. Hein. À partir du moment où tu tombes enceinte, tu n'es plus maître de rien. Donc maintenant, on est bien conscient de ça et on l'a compris assez vite. Mais c'est voilà, même si on disait bon, selon la personnalité de l'enfant, il y aura ça ou ça, et en fait pas du tout. Hein, ça se passe pas du tout comme tu as prévu. Mais on a respecté les grands trucs qui dépendaient de nous et pas de la personnalité de l'enfant. Et on le respecte encore aujourd'hui, 10 ans après. Ça fait partie des choses sur lesquelles on est, quel que soit le fait d'en avoir autant parlé, quels que soient les aléas du couple, hein, parce qu'on vit tous des moments dans le couple où ça va plus ou moins bien, où on s'engueule plus qu'à d'autres et tout. En plus, on a eu une vie un peu compliquée ces 5 dernières années depuis qu'on est arrivé à Bordeaux, entre le boulot, les problèmes de famille, enfin de santé de nos familles. Moi, j'ai perdu mon papa, lui le sien a dû avoir un quadruple pontage, etc. Donc voilà, on a eu quand même des moments un peu rock'n'roll dans la famille et donc des moments plus difficiles. Mais la façon, les éléments sur lesquels on s'est mis d'accord pour élever notre fils, ça tient toujours. Et on les a jamais rediscutés. Bravo. Donc il n'y en C'est aura pas de deuxième. non, il L'accord n'y en aura c'était pas de un. deuxième. Ouais, j'ai 49 ans maintenant en plus, tu veux, donc Ouais. c'est voilà, là c'est un peu compliqué là quand même. Merci beaucoup pour ce partage. J'ai toujours quelques questions un peu plus personnelles à la fin de mes discussions. Dans la première, qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre? Est-ce que tu as des passions à côté de ton activité ou pas du tout? Le tennis avec ton mari peut-être? Pas du tout, je suis no sport, je me suis mise au golf parce qu'il fallait qu'on ait un truc en commun à faire et que le golf c'est pas cardio donc j'y arrive même si il est 16, il est de handicap 16 maintenant et moi je suis encore 40 mais bon, on peut faire un parcours ensemble, c'est le gros avantage du golf. Alors moi en fait mon temps libre, je l'occupe avec toutes mes activités bénévoles en fait. Moi, je suis très investie je suis au conseil d'administration de l'association des parents d'élèves de l'école de mon fils. Donc ça, c'est très perso. Mais je suis aussi au conseil d'administration d'un club de business angel de la Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Finaki. Je suis dans un collectif au comité éditorial du podcast Le Digital pour tous, où on collabore avec PPC, qui est l'hôte et l'intervieweur de ce podcast, qui est un podcast en live tous les matins à 7h30, qui est un quotidien. Donc, on collabore tous à faire la programmation en fait, des invités. Et je rédige une newsletter de curation de veille parce que j'adore faire de la veille et que en fait, c'est une vraie façon d'apporter à la communauté. On n'a pas parlé de donner avant de recevoir et tout dans mes règles de vie, mais moi, ça fait vraiment partie des trucs qui m'ont été inculqués aussi. C'est la même chose que quand je dis on provoque sa chance. C'est, en fait, il faut toujours donner parce que tu sais pas les graines que tu sèmes. Il y en a plein qui donnent rien, hein, mais comme tu peux pas savoir à l'avance, il faut jamais hésiter à semer, à donner. Il en restera toujours quelque chose, ne serait-ce que la satisfaction d'avoir fait une bonne action. Donc, je rédige une newsletter de curation parce que les gens me demandaient en fait ma curation de la partager. Donc je fais ça. Et je fais plein de choses. Je lis énormément et on fait plein d'expos avec mon fils. On adore, c'est un fan d'histoire. Donc on habite à Bordeaux, on n'est pas à Paris, mais Bordeaux, c'est 2 heures de train, donc la moindre expo à Paris, c'est hyper facile. Moi, j'ai ma mère qui vit encore dans Paris et qui peut nous héberger, donc c'est hyper simple de faire un aller-retour sur Paris, aller voir une expo. Et donc, et puis il y a quand même quelques trucs sur Bordeaux. Et puis quand on voyage,
on fait toujours, même si on s'arrête 1 semaine ou 2 semaines à un endroit précis, on fait toujours un road trip sur le chemin parce que mon mari ne conduit pas. Donc, j'ai l'excuse d'être la seule à conduire, de pouvoir décider ce que je veux. Et on fait plein d'arrêts sur le chemin pour visiter plein de trucs. Stylé. Et quel est ton plus grand échec? Mon plus grand échec, oh là là, j'en ai plein des grands échecs. J'en ai plein des choses où je me disais au moment où ça m'est arrivé, t'as raté ça, hein. Évidemment, Normal Sup, déjà, tu vois, si on remonte à quand j'ai passé les concours, pour être Marie Curie et avoir le prix Nobel de chimie, il y avait 2 écoles, hein, c'était soit Normal Sup en chimie, soit Chimie Paris. Bon, j'ai été admissible à Normal Sup, mais je l'ai pas eu. J'ai pas eu après l'oral, j'étais pas admise. J'ai remonté plein de places, mais pas suffisamment. Donc ça a été mon premier gros échec. Ça a été mon premier gros échec et là, j'ai pris mon destin en main. Évidemment, ma mère voulait que que je redouble ma spé, hein, et j'ai dit non. J'accepte de ne pas avoir le numéro 1 et je vais tirer le meilleur du numéro 2. J'avais pas du tout envie de refaire une deuxième année. En plus, Qu'est-ce moi, qu'elle dit à ce moment-là? ma mère, Ouais. elle râle. Mais ça faisait déjà quelques années que j'avais appris à plus faire attention à quand ma mère elle râle. Ma mère, elle est très française, hein. Pourtant, elle n'est pas née en France, mais ma mère, elle a beaucoup la mentalité des râleurs dont on a parlé. Et moi, je décide de voir le verre à moitié plein partout, tout le temps. Et je crois que c'est ce moment-là où je me suis dit, on n'a pas forcément tout ce qu'on veut, mais avec ce qu'on obtient, enfin, c'est sûr que quand on vise aussi haut que Normal Sup, ben, avoir le deuxième, en fait, c'est pas si mal que ça. Et ben, c'est parce que j'avais visé Normal Sup que j'ai eu en 3,5 Chimie Paris, hein. Mais c'est surtout que je me suis dit, en fait, tu vis ta vie pour toi et pas pour ta mère, et pas pour ce que les gens vont dire, et pas pour ce que les gens vont voir. Et c'est ce qui m'a aidé à passer de la redoute à la chimie de spécialité, du conseil en strat à la direction des achats de France Télécom qui se montait, de 10 ans d'Orange et une carrière qui pouvait encore durer 15 ans au même endroit, à une start-up de robotique humanoïde où quand Bruno Maisonnier m'a parlé d'Isaac Asimov, je savais qu'il fallait que je bosse avec lui. Enfin, voilà, donc en fait, mes échecs, c'était aussi des opportunités. On peut prendre plus proche de moi. Je suis venue à Bordeaux pour un poste salarié. Et puis voilà, la greffe avec la famille, c'est une boîte familiale. La greffe avec la famille n'a pas pris. Comme souvent dans les boîtes familiales, hein, même si on pense que ça va le faire, ça l'a pas fait. Donc on s'est séparés, ça faisait même pas 2 ans. J'avais déménagé toute la famille ici. Voilà, tu as une responsabilité quand même sur les épaules par rapport à ça. Mon mari n'avait pas retrouvé de boulot dans le tennis ici, donc il a rappelé son country club parisien et maintenant il fait des allers-retours comme beaucoup de Bordelais. Et puis moi, je me suis réinventé une vie, mais en fait, c'est pas vraiment des échecs, c'est des façons de te montrer que tu peux faire autre chose de ta vie. C'est des bifurcations de chemin. Moi, j'ai plutôt envie de les regarder comme ça. Très clair. Quel est le conseil que tu aimerais donner justement à la Laura d'il y a 20 ans? La Laura d'il y a 20 ans, il y a 20 ans, j'étais déjà bien avancée. Je te rappelle que je suis très vieille, hein. Donc, 25 alors. voilà, c'est ça. Plutôt il y a 30 ans. La Laura d'il y a 30 ans, c'est de ne pas avoir peur, en fait. De ne pas avoir peur. Parce que j'ai pris ces décisions dont je te parle avec une boule au ventre. Mais un truc, il y a 30 ans, hein, maintenant je l'ai beaucoup moins, mais il y a 30 ans avec une boule au ventre et une impression de transgresser les normes, de dingue en fait. Et mes parents, ils ont jamais arrêté de m'aimer et la Terre, elle a jamais arrêté de tourner et ma vie, elle se déroule pour l'instant, je touche du bois pas trop mal. C'est pas du tout ce que j'avais en tête quand j'ai 18 ans. Ma vie ne ressemble en rien à ce que je pensais qu'elle serait quand j'avais 18 ans. Mais je changerais rien en fait. Et comment tu as réussi à surmonter cette peur? Ah, en fait, tu as 2 choses qui te poussent, tu as l'envie et puis moi je me dis toujours: «Ouais, tu as peur de le faire, mais qu'est-ce qui se passe si tu le fais pas?» Et je tire le fil. D'ailleurs, ça c'est un conseil que je donne beaucoup aux entrepreneurs quand ils ont peur de faire un test ou de faire un truc différent et cetera. Je dis: «OK, très bien, on va imaginer le pire cas.
Je sais pas si t'aimes la série This Is Us, mais dans This Is Us, il y a le couple Randall et Beth, qui est le couple mythique qui s'adore. En fait, quand ils doivent prendre une décision, ils se disent, OK, on va imaginer le pire du pire. Moi, c'est ce qui se passe dans ma tête tout le temps. C'est-à-dire que je me dis, OK, tu as peur de ça, pourquoi tu as peur? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? C'est ce que je fais avec les entrepreneurs. OK, tu as peur de prendre cette décision. OK, imaginons que tu la prennes. Qu'est-ce que tu imagines? Pourquoi tu en as peur? Qu'est-ce que tu penses qui peut être le truc qui se passe mal? OK, une fois que ça s'est passé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et en fait, au final, soit on a peur pour son ego ou pour son image, et en fait, des trucs dont on se remet beaucoup, beaucoup plus vite que ce qu'on pense, parce que la Terre ne tourne pas autour de nous et qu'il y a très peu de gens, en fait, qui se soucient de notre image. Hein. Donc, il faut un peu redescendre. Il y a peu de choses, en fait, où on a peur pour de bonnes raisons. On peut avoir peur pour son intégrité physique, ça c'est une bonne raison. Je vais pas sauter d'un immeuble, hein. Voilà, ça c'est une vraie peur. Pardon. Mais en fait, dans les décisions de vie, on a plus peur de l'inconnu que d'un vrai truc qui pourrait mal se passer. Je vois. Tout à l'heure, tu as dit que tu lisais beaucoup. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, t'a vraiment marqué? Ouais, il y a un livre que je relis tous les ans depuis la 4e. C'est La Nuit des Temps de Barjavel. D'accord. En Pourquoi? 4e, parce que c'est la plus belle histoire d'amour du monde, et qu'en plus c'est dans la science-fiction, et qu'en plus c'est... D'abord, c'est sublimement écrit. Enfin, si dans tes auditeurs, il y a des gens qui n'ont jamais lu Barjavel, commencez par La Nuit des Temps, et puis ensuite lisez-les tous, hein, parce que c'est juste pour moi le meilleur auteur de science-fiction francophone du monde. La Nuit des Temps, c'est génial parce que moi, ma prof de français en 4e nous lit le premier chapitre. Je suis sortie de l'école le jour même, j'ai été à la librairie l'acheter et je l'ai lu, et je le relis tous les ans depuis. Et c'est en plus d'être une histoire d'amour sublime qui se passe, donc on peut dire que c'est pas vraiment une dystopie, c'est vraiment de la science-fiction. En fait, ça part du principe que ce qu'on a pensé être la période glaciaire, enfin que la période glaciaire est arrivée parce qu'il y a eu un changement d'axe de la Terre, mais qu'avant les dinosaures, il y avait en fait une civilisation d'humains dont nous ne sommes que les descendants très très éloignés qui ont tout perdu, qui avons tout perdu, pardon. Et donc c'est absolument sublime. Et il a un autre bouquin qui m'a presque autant marqué depuis. Et quand on a vécu le confinement, j'avais l'impression qu'on démarrait ce bouquin-là qui s'appelle Ravage, où en fait là pour le coup on est dans le futur. Les humains sont très 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 dépendants des technologies. Il faut se rappeler que Barjavel, c'est un mec qui a écrit dans les années 60, hein, donc Internet, tout ça, voilà. Et un jour tout s'arrête. Il n'explique pas pourquoi tout s'arrête, c'est juste que tout s'arrête, les gens sont coincés au 150e étage des immeubles, tout s'arrête et l'humanité doit se réinventer sans technologie, sans ondes, sans énergie autre que le feu qu'on peut faire avec 2 bouts de bois qu'on frotte l'un contre l'autre. C'est extra. D'accord, je ne connaissais pas, mais je vais les lire. Est-ce qu'il y a une citation qui te plaît ou qui te guide? Il y en a pas mal. Moi, je suis une grande fan de citations, mais en fait, ce qui me guide plus, moi, c'est les maximes ou les proverbes. Euh, et il y en a 2 que j'affectionne particulièrement. La première, c'est que faire son testament n'a jamais fait mourir personne. Ça, mon mari la déteste, celle-là. Mais parce que justement, j'aime bien anticiper les choses. Ça fait partie du truc où je te dis, quand on a peur, c'est en fait, il faut qu'on aille jusqu'au bout de projeter le truc et puis on verra. Et donc, j'aime bien prévoir les choses, même si je sais qu'elles vont pas se passer comme je les ai prévues. Mais moi, ça me rassure, ça fait partie de mon mécanisme d'aller de l'avant. Et la deuxième, c'est que personne n'a jamais réussi à avaler un saucisson en entier sans le couper en tranches. Ok, celle-ci est complètement différente de la première, mais Oui, effectivement. elle est très imagée et ça, je l'utilise beaucoup avec les entrepreneurs que j'accompagne en sparring partner parce qu'en fait, tout a l'air, parfois, ils ont des trucs qui leur paraissent insurmontables, mais en fait, si tu le découpes en micro-tâches, bah non, ils sont capables de le faire. Hmm, très clair. Eh bien, franchement, Laura, merci beaucoup. Dernière question. Si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Alors moi, on me trouve très facilement sur LinkedIn, donc Laura Bocobza, et on peut aussi s'abonner à ma newsletter sur lbkconsulting.fr, rubrique Inspiré. Je la partagerai dans tous les cas dans la description de l'épisode. Un grand merci, Laura, pour ton temps. Merci, Émeric. Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager, ou plus simplement encore,
vraiment plus simplement en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.